Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de passer la parole au professeur Olivier Guérin, adjoint au maire de Nice, délégué à la santé, à la prévention et à l'accompagnement de la perte d'autonomie pour ouvrir ce débat. Je vous remercie. Écoutez, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous voir ici. Alors, j'ai beaucoup de visages amis, ce qui me fait toujours évidemment très plaisir, pour pouvoir ouvrir ce débat citoyen organisé par nos amis de l'Union européenne autour de thèmes qui nous sont très chers ici au cœur de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la ville de Nice, les thèmes de la santé. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là, puisque outre mon métier de prof de médecine, je suis aussi adjoint à la santé donc, de notre député maire, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Alors vous avez un parterre prestigieux autour de madame la députée européenne, madame Lubazi, je vous remercie. Ils vont se présenter au fur et à mesure, mais j'en dirai un petit mot autour de chacun des intervenants. Un très beau programme. Pour remettre dans son contexte, ce sont vraiment des questions qui sont au cœur des problématiques de toutes nos collectivités, à tous les échelons de nos collectivités, depuis la plus large, qui est l'Europe, jusqu'aux communes et aux communes de notre métropole. La volonté de Christian Estrosi, en saluant d'ailleurs mes collègues élus au conseil municipal, ici présents au premier rang, la volonté de Christian Estrosi, c'est vraiment que nos métropolitains, que nos Niçois, nos citoyens niçois puissent vivre dans un environnement propice à leur bonne santé. Et vous allez tout de suite comprendre, lorsque je vous dis que je suis professeur de gériatrie, à notre bien vieillir et à nos trajectoires de vie qui sont désormais les éléments majeurs pour la compréhension du parcours humain au sein de nos territoires. Et pour cela, pour vivre avec une qualité de vie sans cesse améliorée et un état de santé auquel on doit être tous très vigilants, avec cette capacité qu'on aura chacun d'ailleurs à en comprendre les enjeux, ce qui n'est pas si simple que ça. Vous allez là aussi comprendre pourquoi on met en place des programmes d'acculturation citoyenne finalement au sein de notre ville et de métropole à la gestion même de notre propre santé. Et bien, c'est cette capacité qu'on aura à rester en bonne santé et à vieillir le plus longtemps possible en bonne santé, l'environnement, notre environnement au sens large, est un paramètre absolument essentiel. Quand on regarde le développement de notre métropole, les axes qui ont été choisis, vous allez voir que finalement les axes décidés par nos collectivités, les axes de qualité de vie, mais aussi les axes finalement de développement économique, ils sont très congruents, puisque vous avez deux marques sur notre territoire, deux marques de développement de notre territoire, à la fois l'environnement et le développement durable et la gestion des risques. C'est ce qui se passe à l'ouest de notre ville, dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Et puis à l'est de notre ville, l'autre poumon économique souhaité par Christian Estrosi, il est autour de la santé. Et ces deux poumons économiques, ces deux leviers de développement économique d'une métropole moderne, vous voyez qu'ils sont finalement, avant tout, des leviers d'amélioration de notre qualité de vie. Le développement économique, c'est secondaire, c'est un bénéfice secondaire. Mais dans la vision de la métropole Nice-Côte d'Azur, le lien est très fort. Et le pilotage très moderne d'une grande métropole, ce qu'on appelle la ville intelligente, c'est aussi ce qui va nous permettre à la fois d'améliorer notre axe sur le versant environnement et santé, environnement et développement durable, et puis santé. Et le lien entre les deux est évidemment très important. C'est pour ça que nous, les élus de la santé, je remercie le docteur Christine Amiel qui est avec moi au quotidien, on a la charge d'animer cette dimension santé, de faire le lien avec l'autre grand marqueur de développement de notre territoire qui est l'environnement et le développement durable. Donc vous voyez que vous êtes pleinement dans les axes stratégiques de notre métropole. Et merci aux collègues du bureau du Parlement d'avoir initié ce débat citoyen avec le soutien évidemment de la ville de Nice. Alors quand on regarde les thématiques, tout d'abord Madame la députée va nous présenter sa vision,
notamment autour des questions qu'il anime déjà depuis un certain temps, d'après ce que je sais de vous. Puis le professeur Alain Franco, alors évidemment c'est toujours un grand plaisir d'accueillir Alain, parce que c'est un de mes maîtres en médecine, alors c'est toujours très émouvant pour moi de voir Alain, mais non, mais vous êtes jeune éternellement de toute façon, donc j'ai le droit de dire que vous êtes un de mes maîtres en médecine, en gériatrie. Véronique Mondin, le docteur Véronique Mondin, qui est infectiologue et qui travaille au CHU de Nice, et puis Max, qui va représenter, Max Bouvy ici, les associations de patients. Tu vas faire ce sens large, hein, Max, hein, tu es d'accord, et l'importance de ce lien constant avec les représentations des usagers et des patients, et j'en profite pour remercier tous les représentants associatifs qui sont ici dans la salle, et qui sont nos partenaires sur le territoire et sans qui on ne pourrait rien faire dans les axes qu'on souhaite développer tous ensemble. C'est grâce à vous tous qu'on y arrive. Et encore une fois, un immense merci. Alors je vais écouter avec un grand intérêt les débats. Je suis désolé, il faudra que je m'échappe à un moment donné parce qu'on est en plein dialogue, on termine le budget. Et donc c'est important, hein. Les collègues élus le savent, on vient de passer le débat d'orientation budgétaire, on votera la prochaine fois à la ville de la métropole notre budget. Donc il y a quelques petits ajustements à faire, justement pour que je puisse défendre les intérêts de la santé. Et donc je devrais m'échapper pour aller négocier de plus gras, comme on dit. Et j'espère que vous me pardonnerez. Un très grand merci, merci à tous, et puis que les débats soient riches et fructueux. Merci Monsieur Guérin, et évidemment nos remerciements vont à tous nos partenaires, la ville de Nice, la métropole, le Centre Europe Direct Puget-Thémiers, qui est un centre donc le plus proche de vous par rapport à notre bureau d'information. Je vais vous dire quelques mots de notre bureau d'information. Donc le Parlement européen a des bureaux d'information dans tous les États membres de l'Union européenne, et dans 6 États membres un peu plus grands, comme la France, il a aussi un bureau régional. Donc le bureau qui est à Marseille couvre les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, correspondant à la circonscription sud-est pour les élections européennes. Donc le but du bureau et du Parlement, c'est de permettre ce genre de rencontre entre les députés et les citoyens, que vous puissiez leur poser des questions directement. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le bureau, notre site internet. Et nous travaillons en particulier avec les députés du Sud-Est, mais nous pouvons travailler avec tous les députés européens, 751 ou les 74 députés français. Et dans votre pochette, vous avez donc tout ce type d'informations en général sur le Parlement et sur le bureau. Donc ce soir, à l'ordre du jour, je dirais, l'ordre du jour est très chargé. Nous avons retenu 5 thématiques qui sont toutes d'actualité et qui seront introduites soit par les orateurs, que peut-être je ne répéterai pas puisque M. Guéret les a mentionnés, soit par d'autres personnes qui sont assises parmi vous. Là, je vais les mentionner puisqu'on ne l'a pas fait, les professeurs Fénichel, Haas et Schneider. Donc, ces 5 thématiques sont la résistance aux antibiotiques, les dispositifs médicaux, pour parler simple, tout ce qui est prothèses, implants, les perturbateurs endocriniens, insecticides par exemple, peinture, les médicaments et la question de la vaccination. Donc, Madame Navas, qui va modérer ce débat, a la lourde charge de faire respecter, je l'aiderai si nécessaire, donc 20 minutes par thème, pour que chaque thème, il puisse y avoir des échanges. Je serai dans la salle où ma collègue avec le micro, donc quand ce sera le moment des questions, n'hésitez pas à lever le doigt, et j'espère que nous allons avoir un débat convivial dans une bonne ambiance et enrichissant, et ensuite un verre de l'amitié vous attendra à la fin. Bonne soirée. Merci Muriel Bourré. Bien, bonsoir à tous. Donc un débat passionnant ce soir, certainement, avec beaucoup de thèmes, comme l'a dit Muriel, donc ça va être difficile peut-être de canaliser tout le monde, mais on fera de notre mieux. Alors l'Europe et la santé, c'est vrai qu'on ne fait pas le lien automatiquement entre l'Europe et la santé. Donc aujourd'hui le débat c'est souvent, y a-t-il trop ou pas assez d'Europe? On en parle beaucoup pour l'Europe des migrants, on en parle pour le Brexit.
Mais c'est vrai qu'en matière de santé publique, on n'a pas le réflexe de parler d'Europe. Donc, je voulais vous donner juste peut-être un petit chiffre qui va vous donner une idée de ce que peut faire l'Europe financièrement en matière de recherche pour la santé. Il y a donc une nouvelle programmation qui s'appelle Horizon 2020, qui est une programmation donc, qui soutient la recherche et l'innovation en Europe, qui prévoit la période 2014-2020. Pour tout ce qui concerne justement la santé, pour améliorer les soins à la santé, l'Europe va consacrer 7,5 milliards d'euros. Donc vous voyez que l'Europe, donc financièrement, s'en mobilise, mais elle se mobilise de bien d'autres façons. Et Madame Rivasi, donc, qui est députée européenne depuis 2009, et surtout, alors ça c'est important, membre titulaire de la Commission Environnement, Santé publique et Sécurité, je vais vous demander de camper un petit peu le décor, de nous dire quel est le cadre justement d'intervention de l'Union européenne, et puis quels sont les acteurs, parce qu'il y a le Parlement européen, mais il y a bien d'autres acteurs qui interviennent justement dans le cadre de santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Merci M. Guérin de cette introduction et de l'invitation. Je voudrais remercier Muriel Moutet parce qu'elle fait un travail considérable de faire en sorte à ce que l'Europe soit proche des citoyens. Vous voyez, des réunions comme ça, ça permet de vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Et je viens juste de Bruxelles. Hein. J'ai fait Bruxelles-Nice, c'est l'avantage des avoués. Mais on bosse énormément au niveau du Parlement européen. Et c'est vrai que ce sujet sur la santé, moi, me passionne. Depuis mon deuxième mandat, ça fait donc 2 fois que je suis à la Commission Santé et Environnement, parce que pour moi, la santé, c'est essentiel. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment on se bagarre pour la protection des citoyens européens par rapport à la santé. Alors, la santé, c'est intervenu dans le traité de Lisbonne. Vous voyez, c'est un article 168 qui indique que l'Europe doit apporter une valeur ajoutée à la santé. Chaque pays est souverain dans tout ce qui touche l'organisation de son système de santé. Ça, c'est pas de la compétence de l'Europe. Toute l'organisation des hôpitaux, les salaires des médecins, vous voyez, tout ce qui touche à cette organisation du monde de la santé, c'est la souveraineté nationale. Par contre, l'Europe, elle intervient sur la valeur ajoutée, donc tout ce qui est, par exemple, comment augmenter la prévention sur la santé. Tout ce qui est pandémie, vous voyez, comme le nuage de Tchernobyl, ça n'a pas de frontières, les virus. Donc là, c'est du domaine de l'Europe. Les vaccins, c'est pour ça qu'il y a des sujets sur la vaccination, c'est très important. Il y a la prévention sur les perturbateurs endocriniens, sur les substances chimiques. Comment faire pour qu'on ne tombe pas malade? Et vous voyez que ça, c'est de la compétence au niveau de l'Europe. Et tout ce qui est les risques émergents, vous voyez, tout ce qui touche aux dangers éventuels, ça, c'est de la compétence de l'Europe. Alors, il y a un sujet sur les médicaments, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est un marché. Et donc, tout ce qui va toucher les médicaments, les autorisations mises sur le marché, vous voyez qu'il y a une agence européenne qu'on appelle l'EMA, c'est-à-dire l'Agence européenne des médicaments, qui va faire des autorisations sur l'ensemble des 28 États membres. Et puis, vous avez les dispositifs médicaux. Alors, c'est en cours de discussion. Moi, je suis co-rapporteur sur les dispositifs médicaux. Et là, on est en trilogue, c'est-à-dire que vous savez que quand ça a été voté au Parlement européen, après, il y a une négociation qui se fait entre la Commission et le Conseil. Et là, je vous expliquerai tout à l'heure qu'on sera sur ce sujet, pour vous montrer qui défend quoi. Hein. Et c'est un véritable rapport de force. Donc, vous voyez, tout ce qui est du domaine du marché, les normes et la réglementation, c'est du domaine de l'Europe. Tout ce qui est interne. Et alors, sur les médicaments, je voulais finir. Le prix du médicament, ce n'est pas une compétence européenne. Le prix du médicament, c'est la souveraineté nationale. Et là aussi, il y a toute une polémique, on aura une grosse discussion là-dessus, puisqu'à l'heure actuelle, ce sont les laboratoires qui fixent le prix du médicament. Et qu'on a des médicaments hyper chers, parce que les laboratoires, comme vous savez, se font un profit quand même assez important sur certains types de médicaments. Et on voudrait que l'Europe intervienne aussi là-dessus, parce que on va casser notre système de sécurité sociale si le prix des médicaments, et notamment les nouveaux médicaments, sont aussi chers. Donc voilà, voilà en quelques mots. Donc l'Europe, effectivement, met beaucoup d'argent. Elle met beaucoup d'argent dans tout ce qui est Horizon 2020, donc dans tout ce qui est dans la recherche. Et hier, j'étais encore à une réunion sur l'IMI,
qui est Initiative Medical Innovation, c'est-à-dire comment favoriser l'innovation des médicaments. Et là, dans le cadre des 7,5 milliards, il y a 1,8 milliard qui est donné entre les laboratoires pharmaceutiques et les PME pour, vous voyez, qu'il y ait des recherches là-dessus. Autre élément aussi sur la compétence de l'Europe, c'est tout ce qui est les travailleurs transfrontaliers. Vous savez qu'à l'heure actuelle, si vous êtes travailleur transfrontalier, vous pouvez vous faire soigner dans des hôpitaux des États membres. Hein, vous avez cette possibilité, il y a une directive qui a été votée là-dessus. Et si jamais vous êtes touriste et vous allez et vous tombez malade dans un État membre, ben vous êtes pris en charge par la sécurité du pays et il y a des accords qui se font avec le pays d'origine où vous venez. Donc vous voyez que sur tout ce qui est travailleurs, il y a une législation, vous voyez, qui permet de se faire rembourser et de se faire soigner. Et la dernière aussi sur les travailleurs, c'est tout ce qui touche la santé au travail. Ça aussi, c'est une compétence de l'Europe. Donc vous voyez qu'en définitive, c'est très vaste. Vous voyez, ça touche les travailleurs, ça touche les touristes, donc tout ce qui est, ça touche bien sûr tout ce qui est médicaments, tout ce qui est marché, dispositifs médicaux, ça touche tout ce qui est pandémie, hein, Zika par exemple, hein, en ce moment. Eh bien, l'Europe émet énormément d'argent pour favoriser des recherches cliniques, par exemple, sur un futur vaccin. Elle met aussi des moyens pour que dans les États qui sont touchés par Zika, ils aient des infrastructures, vous voyez, sanitaires. Ça a été le cas d'Ebola. Hein, vous voyez. Donc tout ce qui est pandémie, l'Europe, elle est... Et alors, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que le bailleur de fonds le plus important dans le monde, quand ça touche à la santé, c'est l'Europe. Vous voyez, souvent on dit les États-Unis, etc. Mais qui met le plus d'euros, c'est vraiment l'Europe dans ces domaines-là. Donc vous voyez pourquoi c'est important qu'on ait ce sujet aujourd'hui sur la santé. Alors, juste un petit complément, en ce qui concerne les acteurs donc, européens qui interviennent, donc il y a le Parlement européen, bien entendu, vous avez cité l'Agence européenne du médicament, mais il y a d'autres institutions, je suppose, qui sont compétents et qui interviennent. Alors, il y a l'EFSA, qui est l'Agence européenne sur la sécurité alimentaire, dont on parle beaucoup en ce moment sur le glyphosate, vous savez, cette substance active qui est dans le Roundup, par exemple, donc ça c'est une agence. Et qui est un peu à la tête de ça, c'est la Direction Générale de la Santé. Vous voyez, vous avez le commissaire de la Santé, qui est un lituanien, un médecin d'ailleurs, qui s'appelle Andriukaitis, et puis dessous, vous avez la Direction Générale de la Santé, qui manage à la fois l'Agence Européenne des Médicaments et aussi l'EFSA, qui est établie à Parme en Italie. Donc ça, c'est au niveau de la Commission. Voilà, ça c'est au niveau de la Commission. Qui est l'exécutif européen. Exactement. Et puis quand il y a eu les cas de pandémie, maintenant il y a une structure d'urgence qui a été mise en place, voyez, pour répondre rapidement quand il y a des cas de pandémie. Voilà. Et il y a un acteur qu'on peut citer aussi, parce qu'il s'est manifesté il n'y a pas longtemps, qui est la Cour de justice européenne, qui est amenée de temps en temps à retoquer certaines décisions, effectivement, directives. Oui, mais ça, c'est une structure juridique hein, qui touche à plein de sujets, et cette structure juridique, elle a été très importante sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'elle a condamné la Commission, parce que la Commission devait établir des critères, on verra tout à l'heure, pour définir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Elle ne l'avait pas fait, c'était en décembre 2013, et la Cour de justice européenne a dit la Commission est hors la loi, vous avez violé les traités et vous devez rapidement établir ces critères. Alors moi je suis ravie, puisque ça a été une des demandes du Parlement européen, mais c'est grâce à une femme qui était ministre de la Santé de Suède, qui a attaqué la Cour de justice européenne pour carence de la Commission. Elle a été relayée par le Parlement européen et des États membres, dont la France d'ailleurs, et on a obtenu gain de cause. Vous voyez, la vie est un rapport de force, hein, vous devez connaître ça même dans les hôpitaux. Eh bien, on se bagarre pour toujours faire reconnaître, parce que les plus innovants dans l'histoire, c'est le Parlement européen. C'est le Parlement qui pousse pour obtenir beaucoup plus de pouvoir. Et ce pouvoir, il est toujours pour la protection des citoyens européens. Alors que les États membres, ils vont défendre leur industrie souvent. Hein. C'est pas forcément, vous voyez, les États membres qui vont défendre la valeur ajoutée de l'Europe dans le cadre de la solidarité. C'est vrai qu'en matière de santé, c'est la santé des citoyens, donc effectivement, le gouvernement est en première ligne. Donc là, on va descendre au niveau